Bonsoir messieurs, nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de notre émission. Alors, Félix Tshisekedi tient à coopérer autrement avec les partenaires depuis qu'il est aux affaires. Voici bientôt 12 mois. Dans tous ses déplacements, il dit vouloir transformer l'homme congolais ainsi que son environnement, longtemps plongé dans la précarité, en réactivant notamment les relations par les échanges sur les plans militaires, politiques, économiques, environnemental et autres, et en établissant une gouvernance acceptable sur le plan interne. Il a dit lui-même, ces déplacements ne sont pas de simples villégiatures, puisque plus d'1 milliard de dollars sont déjà tombés dans l'escarcelle de l'État, de Paris à Berlin. La moisson a été abondante et bientôt, les secteurs comme l'industrie, l'énergie, l'économie et bien d'autres se verront boostés dans le cadre de cette nouvelle coopération dont les accords viennent d'être conclus dans les cadres bilatéraux. Témoins de tous ces événements, quelques membres du gouvernement ayant accompagné le chef de l'État dans tous ses déplacements, nous avons l'honneur de recevoir ce soir M. Pépin Guillaume Manjolo. Il est ministre d'État et ministre chargé de la coopération internationale, intégration régionale et francophonie. Monsieur Guillaume, merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, un autre membre du gouvernement, il s'agit de monsieur Justin, du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, qui est avec nous sur ce plateau. Donc, nous vous disons donc merci, monsieur le ministre. Vous êtes les bienvenus tous les deux et vous allez vous apprêter à nos questions. Nous, c'est-à-dire Paulette Kimutu pour les comptes de Congo Web TV et Blaise Zaïnda. Merci Blaise d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, vous êtes suffisamment connu, vous n'êtes pas à présenter. Alors, à tout seigneur, tout honneur, monsieur le ministre de la coopération, monsieur le ministre d'État, la France et l'Allemagne semblent avoir été deux étapes ultimes, en fait, jusque-là, visitées par le chef de l'État. Lui-même avait dit, d'ailleurs, on l'a suivi, qu'il ferait de la RDC l'Allemagne de l'Afrique, et vous-même, à un certain moment, vous vous êtes écrié en disant que l'Allemagne n'était pas n'importe quel pays. Est-ce que ce ne sont pas là des propos un peu excessifs? Merci. Mon première correction, je suis avec le ministre Julien Paluku, ministre de l'Industrie, qui lui a pris part à certains voyages, notamment en Russie où j'étais pas. Et par rapport à la position de la RDC, la centralité de la RDC, il recommande qu'on puisse la voir telle qu'on peut voir l'Allemagne, non seulement en termes de potentiel en ce qui nous concerne directement, mais en termes de perspectives pour faire fonctionner la machine Union africaine. Les grands marchés africains, les développements de l'Afrique passent obligatoirement par la RDC. Parce que la RDC, non seulement est au centre, est dotée des possibilités que la plupart des pays n'ont pas. Et ça, c'est un entendement qui est celui de tous les Européens. Ceux qui ont participé à la table ronde, ou plutôt au traité de Berlin, instituant les frontières en Afrique, savaient très bien que c'était l'ouverture de la mondialisation s'est passée en RDC depuis l'époque. C'est-à-dire c'est l'endroit où tout le monde pouvait faire le marché. Dans la mesure où nous avons explosé les tableaux de Mendeleïev, autrement dit, tableaux périodiques, en termes de matières premières. En termes de dispositifs forestiers, ça c'est connu, deuxième poumon au monde, et ça tient énormément à cœur les Allemands. En termes de potentiel hydraulique, qui permet d'avoir l'énergie propre, nous disposons de plus ou moins 100 000 mégawatts en termes de possibilités. 44 sur le site Dinga et plus ou moins 56 sur le reste du pays. Donc avec ces atouts-là, une population très très jeune, une main-d'œuvre disponible et disposée à la formation au niveau de l'artisanat et tout le reste pour pouvoir avancer. Nous avons aussi cet avantage extraordinaire que d'ici une vingtaine, une trentaine d'années, la RDC va remplacer tous les pays de l'OPEP, dans la mesure où la mobilité sur la planète, du moins au sol, se passera avec des batteries dans tous les véhicules. Et que la RDC est le premier pays au monde qui dispose du produit principal qui doit servir de confectionner cette batterie, c'est-à-dire le cobalt. Alors avec ça,
Si on ne nous voit pas être l'Allemagne de l'Afrique, c'est qu'on n'a rien vu du tout, on ne comprend pas, on ne veut pas voir. Donc c'est ce potentiel que nous, peut-être, appréhendons de manière tout à fait légère, que les autres voient avec énormément, et regardent avec énormément d'attention, et savent pertinemment qu'on ne peut plus envisager l'avenir sans la RDC. Alors maintenant, quand on circule, on va avec les chefs de l'État, on ne va pas pour circuler, on va pour appeler l'attention des uns des autres, des procédures pour la mise en œuvre. Pas le pillage, mais plutôt des commerces normaux. Ok, mais alors, est-ce que les objectifs du développement ont été définis ensemble avec ces partenaires qui souvent interviennent sans tenir compte des priorités des pays dans lesquels ils interviennent? Et souvent, cette aide s'est toujours manifestée inefficace et au finish, ça n'aboutit pas au développement. En fait, l'avantage peut-être que les gens comme moi peuvent avoir, parce que j'ai quand même eu un parcours de plus ou moins 10 ans aux côtés du ministre Mochibanda à la coopération et aux affaires étrangères, ce qui fait qu'on est un peu au fait de comment ça doit fonctionner. Il y a d'un côté par rapport à l'aide, parce que vous parlez de l'aide, la déclaration des Paris qui statue sur l'aide. Il y a aussi le programme d'action d'Accra qui spécifie comment est-ce qu'on doit fonctionner par rapport à l'aide. Lorsqu'on veut accompagner, c'est les récepteurs ou celui qui reçoit l'aide qui fixe ses priorités. Ce n'est pas celui qui donne qui fixe ses priorités. C'est pour ça d'ailleurs que, avec tous les partenaires au développement, je suis en train de revoir les cadres de coopération. Là, c'est avec l'Allemagne pour l'instant. Nous sommes vraiment en plein feu avec les Allemands pour pouvoir travailler sur le cadre de coopération, voir quels sont les intérêts de la RDC pour l'instant, qu'est-ce qu'on veut faire au niveau de la RDC. Et par la suite, voir un peu si l'aide habituelle, comment est-ce qu'on va devoir l'orienter. Pas plus tard que cet après-midi, je dois signer avec USAID 600 millions de dollars en dons que j'ai pu obtenir, qui doivent être étalés sur 3 ans. 600 millions. Je signe aujourd'hui. C'est pratique puisque ça commence à tourner dès le mois de décembre. À partir du 15 décembre, c'est fonctionnel. Dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation des bases. C'est maintenant. Donc ça sont les réalités fonctionnelles, au fait, par rapport aux choses que nous faisons, mais malheureusement, et là je peux être d'accord avec la plupart des observateurs, on ne communique pas assez. Merci. Bonjour, Monsieur le Ministre. Mes questions, c'est pour vous deux. Monsieur Guillaume Angelot, je sais que vous avez séjourné longtemps en Europe. Moi, j'aime les petites comparaisons pour mieux comprendre. C'est vrai que le président a dit que la RDC doit être, sera peut-être plus tard l'Allemagne de l'Afrique. Mais moi, je prends le côté relationnel. Aujourd'hui, la France et l'Allemagne sont les moteurs de l'économie européenne. La question que je me pose, est-ce que ça sera possible aujourd'hui que la RDC et le Rwanda soient les moteurs de développement en Afrique, comme aujourd'hui l'Allemagne et la France? On connaît les relations passées entre l'Allemagne et entre l'Allemagne et la France à l'époque. C'était vraiment les deux grands ennemis lors de ces deux guerres. Mais aujourd'hui, ce sont vraiment des partenaires qui ont même créé la communauté économique de l'Europe à l'époque. Est-ce que ce sera possible aujourd'hui que nous fassions la même chose entre la RDC et le Rwanda? On connaît nos relations, comment ça se pose. La deuxième question, j'y vais directement, c'est par rapport à l'industrie. Le ministre est là. On sait qu'au Rwanda, il y a ça m'a choqué personnellement, ils ont une industrie qui crée les smartphones. Et on dit, avec le coltan de la RDC, vous êtes ministre de l'industrie, vous avez sillonné le monde. Comment ça se fait qu'en RDC, on ne peut pas avoir une industrie qui crée, qui transforme notre coltan, notre cobalt, nos richesses en quelque chose de matériel que nous pouvons tenir, comme le smartphone que font le Rwanda. Merci. Je pense que c'est mieux qui commence d'abord. Et puis moi, oui, M. Julien Paloukou peut prendre la parole. Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais rappeler que lorsqu'on voit l'histoire de l'Europe à la Première et la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne et la France se sont vraiment fait la guerre. Et personne ne pouvait s'imaginer qu'un jour, ils peuvent se rencontrer et commencer à être la locomotive du développement de l'Europe. Je crois que l'expérience aujourd'hui que nous montre la RDC veut tout simplement nous projeter dans l'avenir pour dire qu'il faudrait qu'à un certain moment, les gens ne regardent pas ce que nous nous sommes fait. Il est vrai qu'en Afrique centrale,
La RDC a été au centre de la guerre mondiale africaine, comme certains l'ont appelé. Il y a plus de 9 pays qui se sont affrontés ici, si bien qu'il y a cette belligérance a fait qu'il y a une sorte les gens s'observent mutuellement, ils ne croient même pas qu'ils peuvent évoluer ensemble. Mais je crois qu'il faut oublier ça et désormais regarder l'avenir. Par rapport à mon secteur de l'industrie, je crois qu'actuellement, la tâche à laquelle je suis en train de m'atteler, c'est de mettre en place la politique industrielle. On vient d'adopter les documents au niveau technique. Nous allons faire la validation nationale de ces documents avant de les présenter au gouvernement. C'est pour répondre effectivement à votre préoccupation. Vous savez qu'en 1950, 51, vers les années 60, nous avions 9600 entreprises industrielles. Aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'à 476 entreprises industrielles. Et donc, dans la stratégie du ministère, c'est de voir comment arriver à ce stade-là de 9000 entreprises industrielles. La conséquence, c'est que si nous arrivons à 9000, nous allons participer efficacement à notre produit intérieur brut. Notre budget de 10 milliards, tant vanté, que nous avons défendu au Parlement par le Premier ministre il y a quelques jours, va se voir être consolidé par l'apport que le secteur industriel va amener. Et donc, c'est cela ce qu'on est en train de faire actuellement. Et les voyages aux côtés du président de la République, c'était d'expliquer au monde entier, en Russie, en Allemagne, en France, en Afrique du Sud où nous avons été, que désormais le gouvernement a adopté un nouveau modèle de mise en place des zones économiques spéciales. Lorsque vous voyez par exemple la Chine, la manière dont elle s'est développée, elle a créé des zones économiques spéciales. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie des espaces géographiques dans lesquels les entreprises viennent s'installer sans payer des taxes et elles commencent à produire. Des pays comme le Rwanda, comme vous l'avez cité, des pays comme le Sénégal, des pays comme le Bénin ont adopté déjà ce modèle. Et nous avons déjà la zone pilote de Maluku. Nous avons déjà la ménagère qui est recrutée. Nous allons ouvrir d'autres espaces parce que dans la politique du ministère, nous allons créer 6 zones industrielles à l'intérieur desquelles nous allons créer plusieurs zones économiques spéciales. L'avantage, c'est quoi? C'est que nous allons demander à l'Allemagne, nous allons demander à la France, nous allons demander à la Chine, nous allons demander à tous les pays de venir ouvrir leurs zones économiques spéciales à l'intérieur de l'espace congolais. Comme ça, au lieu d'aller acheter les produits en Chine, en Allemagne, en Italie, ces entreprises italiennes viennent produire au Congo. Mais avec une monsieur le ministre, ça dit que actuellement, on privilégie beaucoup plus la coopération sud-sud, qui est beaucoup plus porteuse de développement, plutôt que de compter sur la coopération traditionnelle avec les Allemands et consorts là. Ce n'est pas exclusif. Moi, j'ai été en Corée du Sud, j'ai vu comment la Corée s'est développée. En 50-53, ils se sont fait la guerre, lorsqu'ils sont séparés, Corée du Nord et Corée du Sud. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé leurs jeunes gens aux États-Unis pour aller puiser la technologie américaine. Et dès que ces gens sont arrivés, ils ont boosté l'économie de la Corée du Sud. Aujourd'hui, ça devient parmi les 4 dragons de la planète. Donc, il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, la RDC recourt aux États qui ont des avancées dans les domaines économiques, dans les modèles qui ont réussi chez eux. Parce que vous pouvez recourir à un pays africain, parce qu'on veut privilégier la coopération sud-sud, mais qui n'a pas d'expérience dans les secteurs où vous voulez booster l'économie. À quoi ça vous servir? Donc, je crois qu'on doit emboîter les deux, à la fois la coopération sud-sud, à la fois la coopération nord-sud, pour puiser des expériences qui ont réussi, qu'on peut dupliquer chez nous et permettre à ce que notre économie commence à bénéficier à la population congolaise. Oui, mais dans le contexte, c'est tout à fait différent que l'évolution de l'Allemagne ou c'est de la France. Et en fait, ce n'est pas exactement la même chose. Et ça ne devrait pas nous inspirer des modèles aujourd'hui. Oui, mais évidemment, le développement, ce n'est pas un processus qui se fait par génération spontanée, c'est-à-dire aujourd'hui, on déclenche le développement et demain, on l'a. Non, on doit construire le modèle de développement. Est-ce que je suis en train de dire? Lorsque je dis on met en place les zones économiques spéciales, ce n'est pas que les mois suivants, directement, tout sera fait, on aura les entreprises qui seront installées. Nous construisons un avenir à partir des modèles que nous concevons aujourd'hui. Et moi, je suis confiant que la politique actuelle d'ouverture qui fait suite à ce qui avait déjà été fait avant, va permettre d'abord aux entreprises étrangères d'avoir confiance au gouvernement congolais. Vous savez, l'élément important que j'ai évoqué dans tous les voyages, c'est la stabilité politique actuellement. Vous savez, beaucoup de gens ne voulaient pas venir en RDC parce qu'ils se disaient, mais on investit en RDC, les mois suivants, on ne sait pas ce qui va arriver politiquement. Et Ebola aussi. Mais maintenant qu'il y a eu cette stabilité politique, les gens espèrent qu'ils peuvent arriver en RDC. Ebola, évidemment, c'est une épidémie qui a ravagé énormément de gens dans la partie est de la République, mais la réussite du gouvernement congolais, c'est de l'avoir confinée dans cette partie pour qu'elle ne s'étende pas, cette épidémie, sur l'ensemble de la République. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à 2 ou 3 cas par semaine ou même par mois, alors qu'il y a quelques temps,
nous avions 10, 15, 20 cas par jour. Donc je crois qu'on est en train de travailler là-dessus et les investisseurs qui veulent venir en RDC doivent se réjouir du fait que le gouvernement congolais est en train d'attaquer les problèmes par la base et l'éradiquer totalement. Je crois que le ministre de l'Industrie a répondu. Le ministre Manjolo, je peux prendre l'autre aspect. Vous allez peut-être pour l'Allemagne et la France, je crois que le ministre de l'Industrie a peut-être donné une piste de réponse, mais je peux prendre l'accent de la francophonie. On dit que, on a ouï dire qu'il y a une petite guerre entre votre ministère et le ministère du Sport par rapport aux Jeux de la francophonie qui se tiendront en 2021. Qui a le dessus? Qui doit préparer ces jeux-là? Est-ce votre ministère ou le ministère du Sport, où vous travaillez en symbiose? Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes le premier pays francophone, comme on dit, dans le monde. Et c'est la première fois que nous aurons ces jeux ici chez nous. Comment ça se passe, cette préparation? En ce qui concerne la francophonie, il n'y a pas de guéguerre. Ces choses-là, enfin, les gens comme moi, appelés chaque fois à réfléchir avant de poser les actes, je suis pour la paix et surtout la solidarité au niveau du gouvernement. Donc ce n'est pas possible de faire la guerre avec moi. Je suis exclu de cet espace guerrier, en ce qui me concerne personnellement. Il est vrai qu'il y a eu peut-être une sorte d'appréhension malheureuse des uns et des autres de la chose. Et ça a été corrigé par les chefs du gouvernement. Le Premier ministre a dit, voilà, comment les choses doivent fonctionner. Et il a rétabli l'ordre nécessaire. Et au niveau ministériel, entre nous, il y a une cohésion parfaite. Donc il n'y a pas de problème à ce sujet-là. Il me semble qu'il soit nécessaire de parler de la perfection, de ce qui marche, de ce qui aurait pu ne pas marcher. Donc ça, c'est dans le passé. L'actualité dispose que les ministres qui a dans ses compétences la francophonie président les comités nationaux des Jeux de la francophonie, assistés directement par les ministres en charge du sport et c'est lui en charge de la jeunesse. Et puis d'autres ministères suivent aussi, notamment la recherche scientifique, la culture. Ça, c'est les bureaux, au niveau du bureau. Les décisions sont collégiales, et même si la signature revient au président, mais les décisions sont collégiales. C'est dans le texte, pour apaiser tout le monde. Parce que l'idée ici, c'est de faire gagner la RDC, de mettre en perspective son rayonnement à une période particulière. Vous savez, c'est 88 pays, 3500 jeunes, 1500 journalistes qui débarquent en RDC. Et c'est ce qu'il faut voir. Cette auréole placée sur la RDC est capitale en termes de ce que nous sommes. Comment est-ce qu'on définit la RDC? Quelle est l'identité congolaise actuellement? Est-ce que c'est seulement l'histoire d'Ebola? Et ce sont les petits conflits ici ou là? C'est la partie Est de temps en temps enflammée? Pays de viol? Oui, ou c'est autre chose aussi? Mais le grand problème, excusez-moi, monsieur le ministre, c'est que à l'horizon 2021, la tenue des Jeux de la francophonie, est-ce que la RDC sera prête? Oui, mais je venais à ça, au fait. Ouais. C'est-à-dire que, d'abord, là, substantiellement, on part sur quoi? On part sur un pays magnifique, avec des jeunes talentueux dans tout le domaine. Les pays précurseurs des mathématiques avec les bâtons Nishango, c'est la RDC. Les pays qui a accueilli jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu ce type de combat sur la planète. Ali Foreman à Kinshasa 74, c'est toujours la RDC. Donc c'est dire que c'est un pays, et les pays de la chanson, les pays de la musique, les pays de la culture, les pays de la philosophie, ces pays-là doivent être vus aussi sous cet angle-là, sous ces prismes de ce qu'il a comme substance réelle et non toujours sur l'aspect néfaste des mots ici ou là, hein, ou des affres de la partie Est. Et c'est ça aussi l'opportunité qui nous est donnée. Bon, maintenant, vous parlez du délai. Il est vrai que le processus au niveau de l'OIF, c'est que les pays se préparent pendant 4 ans. Il faut 4 ans pour se préparer. Avec un budget de plus ou moins 37 millions d'euros qu'il faut étaler sur 4 ans. Parce qu'il faut construire des infrastructures, ça prend plus ou moins 30 mois, 40 mois pour les finaliser. Il faut les installer, il faut apprêter les équipes. Donc c'est plus ou moins 4 ans. Mais nous sommes un pays de challenge. Nous sommes un pays de défis. Le seul pays au niveau de l'Afrique centrale qui a vu une passation des pouvoirs pacifique. On n'a jamais vu ça dans cet espace. Comme le 1+4 à l'époque. Pardon? Comme le 1+4 à l'époque. Non, c'est un compromis. Ça n'a rien à voir avec la passation de pouvoir pacifique. Ça, ce sont des compromis politiques. Ici, c'est la passation de pouvoir pacifique. Un président sortant, un entrant. Et avec des élections sur fonds propres. Du jamais vu en Afrique centrale. Du jamais vu. Donc, par conséquent, un pays comme celui-là, qui est un pays exceptionnel, il faut l'honorer, et notamment les Jeux.
Ça n'a pas été facile non plus, puisque bon, les gens partaient du principe qu'il fallait juste dire oui, on prend les jeux, et que c'était accordé. Non. J'ai dû passer 1 heure entièrement des plaidoiries sur plusieurs sujets. Ebola, dont vous parlez, la question a été posée en disant oui, on a un problème avec l'Ebola. Je dis, mais écoutez, non seulement l'Ebola est confiné, et que les plus grands spécialistes du monde de l'Ebola se trouvent être congolais, M. Mouyembe, qui a créé même un vaccin congolais, et ça on n'en parle pas suffisamment. Et disons que les Jeux se passent à Monaco. Dites-vous bien que l'Ebola se trouve à Ankara. C'est ça la RDC, parce qu'ils n'ont pas conscience que la RDC c'est quasiment un continent. Je dis, il y a 2 fuseaux horaires en RDC, et que les Jeux se tiennent à Monaco, exemple, pour faire la photographie, et qu'à Athènes ou à Ankara, c'est là où il y a l'Ebola. Croyez-vous que les gens ne viendraient pas à Monaco parce qu'il y a Ebola à Ankara? Non, c'est pas opérationnel. Les 37 millions, est-ce que vous les avez déjà en ce moment précis où le pays a du mal, par exemple, à supporter la gratuité de l'enseignement ainsi que beaucoup de défis qui nous attendent? Est-ce que vous n'allez pas dire, bon voilà, en attendant, on se désengage, puisqu'il ne faut pas se gêner, monsieur le ministre? Non, mais vous savez que les pays ne fonctionnent pas seulement avec un domaine, c'est plusieurs domaines. Lorsqu'on dit gratuité de l'enseignement, on ne dit pas qu'on ne payera pas les fonctionnaires. Lorsqu'on dit gratuité de l'enseignement, on ne dit pas qu'on ferme tous les ministères. Chaque ministère a son budget. Il s'avère simplement que dans mon budget, j'ai une quotité qui me revient en termes de fonctionnement des activités du jeu. Fonctionnement, c'est-à-dire la prise en charge du fonctionnement. Je le fais en synergie avec la ville de Kinshasa. Les ministres, ça c'est les budgets fonctionnement. Il y a les budgets investissement. Là, ça revient au ministère de la Jeunesse, au ministère des Sports, Recherche scientifique et Culture. Chacun a une portion, chaque ministère a une portion. Et c'est étalé sur plus ou moins 3 ans. Donc, ce qui fait qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et aux apaisements, on travaille, et on travaille selon les règles. Donc, on ne peut pas être dans le flou total. Oui, les budgets, vous n'allez pas le trouver, puisque non, chaque ministère a quand même ses prérogatives et son budget. Monsieur le ministre de l'Industrie, on vous a vu à Sochi avec le président de la République, sur la même table que Vladimir Poutine. Et l'un des éléments phares qui soit revenu aussitôt parti de Sochi, arrivé en Allemagne, c'était l'industrie ferroviaire. Apparemment, vous semblez, dans les zones économiques spéciales, donner une fonction particulière à l'industrie ferroviaire. Qu'est-ce que vous attendez de cette industrie et qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre, voir des visus dans un avenir assez proche? Lorsque vous regardez l'immensité de notre pays, c'est 2 345 000 km², c'est presque toute l'Europe occidentale. Il se pose tout de suite le problème de la mobilité de la population. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont à Kinshasa qui ne savent peut-être même pas que Masisi fait partie de la République. Il y a des gens qui sont à la Chouapa là-bas qui ne connaissent peut-être pas que Tchela fait partie de la République. Et donc, dans la philosophie du gouvernement actuel, c'est que nous devons assurer la liaison entre toutes les provinces. Et la meilleure manière de le faire, c'est par la voie ferroviaire. Parce que s'il faut y aller par les routes, peut-être que ça ne sera pas possible tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle, dans les sommets Russie-Afrique qui est lié à Sochi, effectivement, la Russie s'est montrée très concernée par ces projets des chemins de fer, particulièrement en RDC, qui est ce pays continent, où il faudrait vraiment relier l'ensemble des provinces. On est allé en Allemagne, la même préoccupation est revenue. Il y a d'ailleurs le ministre de la Coopération qui a signé déjà un mémorandum d'attente avec Siemens. Après, nous sommes allés visiter une entreprise de fabrication de trains, oui, pour que nous nous rendions compte effectivement que la volonté exprimée par le chef de l'État peut être rencontrée en Allemagne. Et là, l'Allemagne a clairement indiqué qu'elle est prête à travers la Deutsche Bank, je crois, Deutsche Bahn, hein, c'est un peu difficile, de financer plus ou moins 10 000 km de chemin de fer en République démocratique du Congo. Et si nous avons les 10 000 km, évidemment, ça va booster toute l'économie. Et c'est pourquoi, à mon sens, les gens peuvent croire que c'est dans le domaine des transports. Mais non, l'industrie est transversale. Moi, je l'appelle industrie ferroviaire. Comme on peut aussi avoir l'industrie du football. Donc les gens sont étonnés de voir les ministres de l'Industrie parler presque de tous les secteurs. Pour moi, partout il y a l'industrie. Même fabriquer des varaises, c'est une industrie du football. C'est donnant. Qu'est-ce que la RDC donne en contrepartie? C'est la question que beaucoup de gens se posent.
l'Allemagne, la Russie est prête à nous aider, mais qu'est-ce que nous donnons en contrepartie? Oui. C'est pas comme la Chine, vous signez comme ça, vous donnez une portion de terre, et tout ça. On ne comprend pas très bien. Qu'est-ce que la RDC va donner? Actuellement, le gouvernement va privilégier ce qu'on appelle les BOT. C'est-à-dire, le gouvernement ne s'endette pas. C'est comme Inga 3. Inga 3 a deux phases. Il y a deux hypothèses. Il y en a qui veulent qu'on puisse aborder 4800 MW. Il y en a qui veulent qu'on puisse aborder 11 000 MW. Parce qu'il y a déjà des demandeurs. Il y a l'Afrique du Sud qui demande 5 000 MW pour Inga. Lorsque nous allons aborder la question des chemins de fer, ce n'est pas que la RDC va s'endetter pour construire les 10 000 km. C'est des partenaires qui viennent construire les chemins de fer. Ils se font rembourser sur l'utilisation de ces chemins de fer. C'est ça la différence. Et donc cette option-là, le gouvernement la privilégie parce qu'effectivement, il est déjà en programme avec les FMI. Si nous commençons à prendre des engagements ou des dettes à l'extérieur, eh bien les FMI vont nous dire, monsieur, stop, vous n'allez pas plus vous endetter parce que nous vous avons permis d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE que vous connaissez très bien. Il ne faut plus vous endetter. Voilà pourquoi le gouvernement privilégie ces BOT, c'est-à-dire ces partenariats publics-privés où des privés viennent avec leurs moyens, ils construisent des infrastructures, ils se font rembourser. C'est comme les routes. Vous construisez 1000 km de routes, vous installez sur chaque 100 km le système de péage et au bout de 25 ans, on vous accorde une concession et vous vous remboursez sur base du trafic routier qui est fait sur cette... Monsieur le ministre, les Belges avaient comment dire, les chemins de fer qu'ont bâti les Belges à l'époque, c'était par rapport à eux. À l'époque, on sait que c'était pour l'économie de la RDC était extravertie. Ils avaient fait ça pour faire sortir les minerais, on le sait. Alors les Russes viendront, est-ce qu'ils vont rajouter, est-ce qu'il y a d'autres plans pour le chemin de fer ou ce sera la même chose? Parce que notre économie, on le sait, c'est extraverti, c'est toujours comme ça. Comment ça se fera ces chemins de fer? Vous avez un plan déjà par rapport à ce chemin de fer? Vous allez modifier ce qu'il y a? Vous allez, je ne sais pas comment ça va se faire. La réponse, c'est le ministre de la coopération. C'est lui qui doit définir les cadres. Le Monsieur cadre le ministre, de coopération doit être défini par lui entre nous et la Russie, entre nous et l'Allemagne, entre nous et Paris. Ces chemins de fer, ça sera ne se comment? fait pas comme ça. Parce que nous avons seulement dit, on va construire 1000 km. Il faut qu'il y ait un cadre de coopération entre nous déjà et l'Allemagne. prévu. Et je crois que c'est sa matière. Au fait, c'est vrai que les gens appréhendent la coopération de manière un peu, la coopération plutôt de manière un peu faible, au périphérique. C'est quoi la coopération? C'est lorsqu'on établit un cadre entre deux pays dans lesquels on inscrit ce qu'on doit faire, ce qu'on ne peut pas faire. C'est ça la coopération. Mon travail, c'est de pouvoir mettre en place ces cadres-là avec chaque pays concerné. Un exemple simple, avec la France, on n'a pas de cadre de coopération. Voyez-vous? Donc il est difficile de pouvoir commencer une activité. J'ai été saisi, j'ai eu ces félicitations de M. Le Drian, qui est aussi en charge de la coopération. Je lui ai répondu en disant qu'effectivement, toutes ces propositions qu'il a pu faire, 300 millions, machin, tout ça, c'est très bien. Mais dans quel cadre on les fait? Dans quel domaine on intervient? En rappelant la déclaration de Paris, les programmes d'action d'Accra. Comment on fait? C'est pour ça que j'ai proposé un cadre de coopération dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Bon. La chance que j'ai aussi, c'est d'avoir l'intégration. Ce qui fait que quand on parle chemin de fer, on parle corridor. Non seulement intérieur, donc l'intégration nationale, mais l'intégration aussi régionale. Nationale d'abord nous-mêmes, c'est-à-dire l'interconnexion de la RDC. Entre les provinces. Entre provinces. Ça n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Ça n'existait pas, c'est catastrophique. Vous avez des coins comme la partie Est qui produit énormément et la consommation de ces produits-là est maintenant renvoyée vers les pays limitrophes alors qu'il y a des Congolais qui sont en manque du fromage à Kinshasa par exemple. Donc c'est pas possible, il faut avoir l'interconnexion interne. Et ce que j'ai fait, puisque j'enseigne aussi à l'ENA, je leur ai dit que j'enseigne l'intégration régionale. Je dis mais on ne peut pas sauter l'étape de l'intégration nationale. Donc ça sert à ça. Alors tous les corridors africains doivent passer par la RDC, nord au sud, de l'est à l'ouest. Ça doit passer par la RDC. Il nous appartient de pouvoir élaborer déjà un plan permettant cette interconnexion avec tous les corridors. Les corridors sont notamment les chemins de fer et les autoroutes. C'est une obligation. Et pour le pont-route-rail, c'est toujours dans cette option de corridor d'intégration? Tout à fait, c'est l'intégration, ça fait partie des corridors d'intégration. Ça partirait de Pointe-Noire, ça traversait tout le Congo-Brazzaville, ça passerait sur Kinshasa, entre Brazzaville et Kinshasa, ça va continuer jusqu'à Ilebo pour aller rejoindre la partie est et sud. C'est ça le principe. Mais simplement, il faut rappeler sur ce point-là précis, parce que c'est un point très sensible, quand on parle de pont route-rail avec les ponts sur le fleuve, il faut chaque fois, en ligne de fond, rappeler que ce n'est possible
qu'avec les préalables, les ports en eau profonde des bananes. C'est sur quoi d'ailleurs on a discuté aussi avec Qui a gagné le marché? On a ouï dire que c'est Bolloré, est-ce vrai? Bon, ça c'est un autre aspect. Ça c'est là c'est un autre aspect. L'aspect technique et tout ça, on peut en parler plus tard. Mais simplement pour dire qu'au niveau notamment de l'Allemagne, on a insisté sur 2 tronçons avec Siemens, Deutsche Bahn, c'est Sakania Dilolo, c'est Kinshasa Banana. C'est dire déjà que la perspective d'avoir les ports en eau profonde et les rails, les chemins de fer qui relient est quasi obligatoire. Ce qui fait que, bon, en deuxième position, on aura cette histoire du pont sur le fleuve qui réunirait Kinshasa ou qui unirait Kinshasa et avec Brazzaville. Voilà. Donc, sur ce plan, il n'y a pas de problème. Oui. Monsieur le ministre, vous avez effectivement évoqué votre long parcours à la coopération internationale. On évoque aussi le fait que vous soyez ministre de l'intégration régionale, c'est la francophonie, mais je reste au niveau de l'intégration régionale. La République démocratique du Congo, excusez-moi d'être plus ou moins convenant, semble sortir avec tout le monde. Au même moment, on est avec la CEAC, SADC, et d'ici là, on voudrait aller avec la communauté économique, du moins pour l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qu'on gagne dans tout ça? Parce que visiblement, c'est nous qui sommes... c'est nous qui attirons tout le monde, mais les gens profitent de nous. Ne fût-ce que justement, les autres gens sont assez inquiets parce qu'ils estiment qu'avec cette libre circulation des biens de personnes, on va avoir plusieurs de nos terres, surtout dans l'Est du pays, être occupées par de voisins qui envient ces beaux et grands pays. Voilà. Oui, je comprends cette approche, mais ce n'est pas forcément la bonne. Nous sommes censés être la locomotive de l'Afrique, pas les nains de l'Afrique. Il faut assumer son rôle. Nous avons une taille continentale, une population jeune, on a tout ce qu'il faut, on a du talent. Il y a encore une dizaine d'années, on n'avait pas d'armée. Aujourd'hui, la RDC est la 8e armée d'Afrique, plus ou moins 72e ou 73e du monde. Vous imaginez? Il y a encore 10 ans, on ne parlait pas d'armée. 8e armée d'Afrique. Aucun pays à nos frontières n'est au-dessus de nous. Aucun pays. Mais nous avons un travail qui se tient de manière tout à fait triple. La diplomatie politique, la diplomatie au développement, c'est-à-dire l'intégration, en même temps la structuration et les performances de notre armée. Ces triples paramètres permettent de pouvoir dire c'est un pays différent. On ne peut pas se dédouaner de notre autorité sur l'Afrique. Nous sommes normalement, permettez les termes, les maîtres de l'Afrique. Un maître n'agit pas en nain, il agit en leader, en locomotive. Et par conséquent, nous devons travailler sur nous-mêmes, nous organiser utilement à l'intérieur pour pouvoir avoir comme zone d'épanouissement d'abord l'Afrique. Si les zones d'économie spéciale se mettent en place, et ça devient opérationnel avec toutes les industries, un peu comme en Chine, les premiers consommateurs, c'est d'abord l'Afrique. Donc nous devons répandre tous ces produits-là, les diffuser, les disséminer à travers toute l'Afrique. Nous devons, par exemple, dans la partie australe, qui est désertique, leur imposer la nourriture congolaise. Ils ont besoin de la banane plantain, on a produit en masse, et on inonde ça. On a besoin d'eux. Alors, quand on est locomotive, on ne se tient pas comme ça. On n'a pas peur en disant, oui, ils sont en train de venir. Oui, mais nous avons l'obligation naturelle d'être la locomotive, de nous organiser en tant que tel. On n'a pas à se comporter en tant qu'un nain, mais en tant que géant. Un géant ne se plaint pas, il se construit, il se fabrique. Dites-vous bien, l'Allemagne, 2 guerres contre la France et guerre mondiale, rasée, complètement rasée. À la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Nuremberg, par exemple, n'existait plus. On l'a rasée complètement. L'Allemagne est renée parce que l'esprit est là. L'esprit est là. L'Allemagne est renée, donc a fait sa renaissance, et aujourd'hui numéro 1 de l'Europe. Face à tous ceux qui avaient les moyens autour, qui avaient bénéficié largement du plan Marshall, non seulement en payant les dettes de tout le monde, vis-à-vis de tout le monde, mais en se mettant comme leader naturel. L'Allemagne considère que elle est leader naturel de l'Europe. Et ça sera toujours comme ça. Alors, essayez un peu de vous imprégner de cette qualité de leadership absolu, de locomotive de l'Afrique, et vous verrez les choses largement autrement. Tous ces pays qui sont autour de nous, on peut les soumettre par les commerces. Inonder nos matières, nos produits, qui consomment au jour le jour, et faire en sorte qu'ils se soumettent à ces dictats, mais naturels et pacifiques, pas forcément par les armes. Quoique,
j'ai dit 3 paramètres, sur les armes, on continue à pouvoir, c'est structuré, c'est renforcé. Donc, changez de vision, déplacez les curseurs, mettez-les sur la puissance. Nous sommes un pays qui est appelé à être puissant vis-à-vis des autres, pas faible. Ne vous plaignez pas, construisez. Dites à vos enfants que vous êtes nés riches d'un pays riche, puissant, et vous êtes supérieur. Alors à ce moment-là, ils vont se comporter en tant que tels. Si vous leur dites, oui, il y a celui-là qui vient nous frapper, tout ça, quand ils vont regarder la taille des petits pays dont vous parlez, ils vont vous regarder autrement, ils disent, mais nos parents sont quand même bizarres. Un petit pays comme ça, il viendrait nous soumettre, et nous, pendant ce temps, on fait quoi? On baisse la tête. C'est comme un grand gaillard qui est barbu, par peut-être avantage de l'âge, dans la cour des récréations, qui se fait taper par les tout petits, et il passe son temps à pleurer. Ce n'est pas normal. Donc sortez un peu de cette coquille qui consiste à pouvoir vous amoindrir, et mettez-vous en perspective, remontez un peu les épaules, déployez votre envergure, agissez en tant que leader. Monsieur le ministre, est-ce que nous sommes en train de renaître diplomatiquement? Parce qu'à l'époque, sous Joseph Kabila, on disait que que le Congo vivait en vase clos. Le président ne sortait pas beaucoup, hein, il faut le dire. Le président Joseph Kabila ne voyageait pas beaucoup comme l'actuel, qui a fait plus ou moins plus de 20 voyages aujourd'hui. La question principale, est-ce que ces voyages sont rentables pour la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on fait simplement une diplomatie agressive aujourd'hui? On veut à tout prix que la RDC soit vraiment au sein des concerts des nations. C'est vrai que vous avez donné une image que nous ne devons pas nous plaindre, mais est-ce que nous avons les moyens? Est-ce que le mind du Congolais, ventre affamé n'a point d'oreille, vous n'allez pas demander à un Congolais de ne pas se plaindre s'il n'a pas mangé. C'est normal, c'est logique, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais je pense que là aussi vous dépassez le curseur. Faut-il demander aux Congolais de rester esclaves dans sa tête? Non. De rester colonisés dans sa tête? Non. Et puis en termes de président, il y a 2 styles différents. Nous devons accepter à comprendre qu'on aura chaque fois un style différent et ne sera pas linéaire avec le même style. Il y a le style Joseph Kabila, qui est un style qui a construit une structuration à la fois militaire, des respectabilités dans la région et un peu partout. Il y a un style maintenant par rapport à l'approche coopération au développement que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de faire. Ce sont 2 styles différents. Donc, ce sont des styles plus complémentaires. Ce sont des séquences de la vie d'une nation. Il y a une séquence importante. Structurer un pays, c'est très compliqué. Mais semble-t-il, le président Kabila c'est lui qui a porté la Constitution qui nous régit aujourd'hui. Il a créé une nouvelle structure qui s'appelle la vraie Troisième République. Il a mis ça en place. C'est énorme. Sans ça, tout ce qu'on fait ici aujourd'hui n'était pas possible. Vous avez le président Tshisekedi qui arrive, qui a un style d'ouverture par rapport au monde, l'appel d'air par rapport à l'investissement, en permanence il y a ça, mais parce que la base a été déjà faite, le fondement est déjà construit en termes de solidification de notre protection. En tout cas, l'essentiel, la 90% était fait, d'où j'ai appelé votre attention sur le fait que nous sommes la 8e armée aujourd'hui en Afrique, ce qui fait que nous pouvons nous permettre d'ouvrir nos frontières pour parler avec les autres, et sachant très bien que nous avons un bouclier en cas de problème. C'est ça, en fait. Donc, essayez de pouvoir appréhender les choses selon des séquences. Séquences, mise en place, fondation, structuration, armée, séquence, ouverture du marché, ainsi de suite. Et puis d'autres séquences viendront par la suite. Donc c'est par séquence. Merci. Alors, M. Julien Paluku, tout à l'heure, on a ouvert plusieurs questions avec vous, mais je me dis qu'en matière de coopération industrielle aujourd'hui, c'est que un peu partout, on semble privilégier le transfert de technologies et d'expériences. Est-ce qu'on a tenu compte de cet état des choses? Et pourtant, très important, puisqu'il ne faudrait pas que ces gens viennent investir avec leur matériel, avec leurs hommes, et puis ils prennent l'argent, ils s'en vont, et nous rentrons dans la pauvreté. Est-ce que vous avez pensé à cela, au transfert de technologies et d'expérience? Oui, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire que le peuple congolais doit s'habituer à ne pas personnaliser chaque type de gouvernance qu'ils verront. C'est-à-dire, il y a une gouvernance qui a été faite à l'époque de Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous sommes sous Félix Tshisekedi. Il faut que les gens voient plutôt les systèmes qui se construisent dans les types de gouvernance. Nous avons eu les systèmes construits par Joseph Kabila, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons faire ce que nous faisons. Parce qu'il y a une base, il y a des fondamentaux qui ont été faits. Aujourd'hui, nous avons le système Félix Tshisekedi. Il va construire aussi un modèle. Après lui, il y aura un autre. Donc, au bout de 5, 6, 7 mandats, nous serons en train de construire un système congolais qui ressemble petit à petit aux autres. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement,
Nous avons été à la fois en Russie ou en Allemagne, à Paris, avec un autre ministre, le ministre de la formation professionnelle. Nous avons dit que dans les transferts ou dans l'industrialisation du pays, nous devons privilégier la formation professionnelle. Est-ce que vous savez que dans ces pays, il n'y a pas de plombier? Il n'y a pas de plombier assermenté. Lorsque vous voulez avoir un plombier, il faut chercher midi, 14h pour savoir comment vous l'aurez. Maintenant, nous voulons coupler les transferts de compétences, les transferts de technologies extérieures à la formation ici sur terrain. Et d'ailleurs, toutes les entreprises que nous avons contactées, nous avons inséré les volets formation locale. C'est-à-dire, vous venez ici avec votre expertise, vous devez former aussi localement cette main-d'œuvre. Et c'est cela qui a fait que le ministre de la formation professionnelle reste en Allemagne, où il a participé à une série d'ateliers pour voir comment on va organiser les écoles de formation professionnelle dans différents domaines qui intéressent la République démocratique du Congo. Donc cette préoccupation est déjà prise en compte dans la politique industrielle de la RDC. J'ai une question que je voulais poser. Les PME, on a vu le chef de l'État avec les hommes d'affaires en France et aussi en Allemagne. Est-ce que les PME vont trouver leur compte dans toutes ces rencontres? Oui, d'ailleurs, nous avons déjà la loi sur la sous-traitance. Vous savez que toutes ces entreprises qui vont s'installer ici ne peuvent pas tout faire. Il y aura un niveau où ces entreprises ne peuvent pas exécuter un certain nombre de projets, parce que ces projets seraient exécutés par des sous-traitants locaux. Donc la République s'est déjà mis au diapason vraiment de la modernité pour permettre à ce qu'il y ait une classe moyenne qui soit créée. Parce que ça, cette classe moyenne, eh bien, on ne peut pas amorcer le développement. Monsieur le ministre, on semblait avoir une sorte d'installation d'une politique de main tendue, mais les autres se disent que nous avons de l'argent ici, particulièrement en République démocratique du Congo. Nous entrons dans votre domaine, l'industrie, et vous avez un élément phare qui semble être le fonds pour la promotion de l'industrie, FPI. Et nous savons que cette entreprise-là, cette structure étatique, a beaucoup d'argent, mais entre les mains des tierces personnes qui ne veulent pas rembourser. Mais depuis un temps, nous avons vu à Kinshasa, à Lubumbashi, et je viens de voir tout à l'heure à Bukavu, on récupère des maisons sur base, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'on a le moyen de notre politique pour mener une politique industrielle que plutôt d'attendre que la manne vienne de l'extérieur? Nous allons à la fois surfer sur les deux, à la fois tendre la main et engager les moyens locaux. Au niveau du fonds de promotion de l'industrie, nous avons mis le bouchée double aujourd'hui pour que nous puissions relever le niveau des recettes. Maintenant, nous sommes à autour de 10 millions de dollars le mois. Donc, avec une prévision annuelle de 120 millions. Lorsque vous enlevez les transferts qui sont faits dans les différents services pour leur fonctionnement, nous pourrions avoir autour de 70-80 millions de dollars. Et ces 80 millions de dollars, nous voulons les reverser effectivement dans l'entrepreneuriat congolais. C'est la raison pour laquelle, en arrivant à la tête du ministère, nous avons baissé les taux pour permettre à ce que les gens accèdent au crédit FPI. On était autour de 10-18%. Maintenant, nous sommes à 6%. Donc, vous élaborez votre projet, vous l'adressez au FPI, vous ne pouvez rembourser qu'à concurrence de 6%. Et pour les jeunes et les femmes, donc les entreprises de jeunes et les femmes, nous sommes descendus à 4%. Ça n'existe nulle part ailleurs. Alors, comment nous allons faire? Nous allons actionner des mécanismes au niveau de chaque province pour que la validation des projets se fasse au niveau de chaque province, parce que l'objectif, c'est qu'au moins chaque territoire bénéficie du fonds de promotion de l'industrie. Aujourd'hui, nous avons des créances qui vont jusqu'à 150 millions de dollars, que les gens détiennent à gauche et à droite. Les gens m'ont dit, mais vous voulez vous faire la guerre avec les acteurs politiques, parce qu'il y en a parmi eux qui ont pris des crédits au FPI. J'ai dit non, attention, il n'y a pas un acteur politique qui s'est adressé au FPI comme tel. Tout le monde est arrivé comme opérateur économique. Donc moi, j'ai affaire avec les opérateurs économiques qui se sont adressés au fonds de promotion de l'industrie. Il n'y a pas un chef de parti comme le BIREC qui est allé demander le crédit au FPI. Non, c'est quelqu'un qui a dit, il a une entreprise, il veut construire une fromagerie, il veut construire telle usine de fabrication des allumettes, mais il ne l'a pas fait. Dans la prochaine occasion, nous allons même diligenter des enquêtes pour aller voir réellement les activités pour lesquelles les gens ont pris des crédits. Vous vouliez créer une micro-entreprise telle part, il faut qu'on voit si elle est fonctionnelle. Si vous avez connu des problèmes, vous devez nous dire lesquels. Parce qu'in fine, si nous arrivons à récupérer les 150 millions, nous voulons les réinjecter dans les 145 territoires en raison de 1 million de dollars par territoire. Parce que le chef de l'État a dit nous devons sortir 20 millions de Congolais de la pauvreté d'ici 5 ans.
Donc, pour nous, si nous récupérons les 150 millions, on les réinjecte dans les 145 territoires, ça fait 145 millionnaires qu'on va créer sur l'ensemble du territoire national. Et c'est donc une ambition que nous avons au niveau du ministère de l'Industrie. Alors, monsieur le ministre d'État, on ne peut rien faire sans sécurité. L'insécurité aujourd'hui, vous l'avez souligné tout à l'heure, semble être une épine dans les pieds au fait de la RDC. Est-ce que la coopération militaire a été suffisamment évoquée avec ses partenaires en fait, pour arriver à mettre à bout tous ces problèmes qui sont récurrents dans l'Est de notre pays? Et tout à fait, mais j'y reviens d'un pas par rapport à l'histoire de transfert des technologies. Puisque bon, là aussi, je suis la cheville ouvrière de toutes ces activités-là. Il faut, dans les cas de coopération établis avec les pays, doit absolument prendre en compte cet aspect-là. Tous les nouveaux cas de coopération avec les pays du Nord intègrent obligatoirement les transferts des technologies. Ça se fait sur deux volets. Il y a les volets qui a été exprimé ici par le ministre de l'Industrie. Il y a les volets aussi de la recherche scientifique. Mais bon, maintenant, je ne prends pas la recherche fondamentale pour l'instant. J'essaie de solliciter la recherche appliquée. Ce qui fait l'universitaire ou les universités occidentales en général ou asiatiques qui sont très performantes dans le domaine de la transformation directe. Donc on met une sorte de joint venture entre ces universités-là et les congolaises pour ces transferts directs, de sorte à ce que les matières premières congolaises soient aussi transformées par les Congolais sur place. Et comment on le ferait? Donc je vais en parler avec les ministres de la recherche scientifique parce que ça lui revient directement, même si ça sera en combinaison avec le ministère de l'Industrie, dans la mesure d'ailleurs les fonds dont on aura besoin, les crédits dont on aura besoin au bénéfice des jeunes gens qui terminent les écoles comme la Polytechnique. Il faudrait que ces jeunes gens qui terminent la Polytechnique ne puissent pas nous faire des travaux de fin d'études dans le domaine fondamental, mais plutôt dans le domaine appliqué. De sorte qu'on puisse leur donner un crédit en disant, voilà, vous avez dit qu'au terme de votre formation, vous pouvez fabriquer ça. Voilà les crédits qui vous permettent de pouvoir fabriquer et de commercialiser. Et alors, vous avez l'accompagnement du FPI, vous avez l'accompagnement du ministère de l'Industrie. Ça, c'est la nouveauté, c'est l'actualité. Bon, j'ai eu peut-être l'avantage de l'écrire il y a très longtemps, j'en ai parlé, on pensait que c'était juste de la fantaisie, un rêve, mais aujourd'hui, avec les collègues Julien, donc on est en mesure de pouvoir formaliser effectivement ça. Et lorsqu'on a eu des discussions avec les Allemands par rapport à Siemens et Devoit a plus ou moins 65% de départ au niveau de la structure qu'il a avec Siemens. On a pensé qu'il faut absolument organiser la formation professionnelle. Ce qui fait la puissance d'un pays, ce sont les petites et moyennes entreprises. Et ce sont les artisans, les gens, les manuels qui travaillent, les plombiers, les maçons. Il y a tout un tas de domaines aujourd'hui qui ne sont pas structurés en RDC. Ce sont les gens qui se forment sur l'État et font un travail bancal pour l'essentiel. Et là, on aura la vraie formation, notamment dans la maintenance des turbines au niveau des Inga, un peu partout. Et alors, il y a une nouvelle loi allemande sur l'immigration choisie. Je suis rentré dans la brèche pour dire, voilà, vous avez l'immigration choisie par rapport à la formation. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'Institut Goethe qui propose de faire la formation en allemand. On dit, voilà, vous venez faire ça en RDC, mais on va choisir les domaines, des groupes de jeunes gens qui vont être formés là-dedans pour maîtriser la langue, et puis venir apprendre chez vous, pour un contrat de 2 ans, la maintenance à Inga, dans plusieurs sites et tout ça, dans plusieurs domaines. Après, ils reviennent au pays. Le contrat est terminé. Alors, nous sommes en train d'envisager 2 possibilités. Soit on fait la formation à Kinshasa, en RDC, plutôt que là-bas, parce qu'ils auront tendance à pouvoir rester. Donc, on ne peut pas non plus se permettre cette facilité-là. Voilà un peu. Maintenant, pour revenir à l'histoire de l'armée. Coopération militaire. Coopération militaire. La coopération militaire, au niveau de la RDC, en ce qui me concerne personnellement, ça se fait dans les cadres de l'intégration. C'est plus porteur. On peut avoir la coopération internationale parce qu'on a besoin de la logistique et tout ça, de soutien, certaines formations, mais globalement, elle s'est faite dans les cadres de l'intégration régionale. Nous sommes dans 3 CER actuellement, qui sont la CEAC, avec un mécanisme sur la coopération militaire, les COPAX. Nous sommes dans la SADC, avec un mécanisme précis qui est géré par l'organe de la SADC en matière de défense, sécurité et diplomatie. D'ailleurs, c'est cet organe-là qui a mis en place la structure qui a permis de pouvoir atténuer un peu nos souffrances dans la partie Est, avec la brigade d'intervention. Ce sont les membres de la SADC, c'était formulé par la SADC, intégré par les Nations Unies. Et partant de là, c'est là qu'il faut voir, au fait, les exigences de notre demande, de notre protection, se passent à ce niveau-là.
L'intervention extérieure est nécessaire, c'est-à-dire extérieure à l'Afrique est nécessaire, mais d'abord c'est régional, au niveau régional. Il y a des avancées réelles, il y a des structurations qui sont déjà permanentes aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un problème, et je vais m'arrêter peut-être là sur ce point de la défense, parce que je vais parler en profondeur, nous avons un protocole sur la défense mutuelle au niveau de la SADC. Ouais. J'ai l'obligation, moi, en tant que ministre de l'Intégration, de faire en sorte que ces protocoles soient ratifiés et mis en œuvre, de sorte que, pour vous garantir cette fameuse sécurité, et si la RDC est attaquée, c'est comme si c'était les 15 pays membres de la SADC qui étaient attaqués, et par conséquent, ils doivent intervenir au même titre que s'ils étaient, eux, attaqués. Donc, c'est un peu ça la situation que je dois faire passer assez rapidement. D'ailleurs, je ne pense pas qu'au Parlement, on ait quelqu'un qui puisse faire la résistance de faire passer ces mécanismes pour qu'ils soient applicables à la RDC, dès peut-être l'année prochaine, quand on aura un peu plus de temps pour élaborer les textes à proposer. Peut-être une question, M. Paloukou. C'est vrai que vous êtes de l'industrie, mais vous avez été gouverneur d'une des provinces de l'Est de la République. Comme on est dans la coopération militaire, la mutualisation des forces. Parce que j'ai suivi un élément dans une chaîne étrangère. La population de l'Est a peur. Il faut les comprendre. Ils disent qu'il y aura encore une autre invasion. Les souvenirs des guerres entre pays voisins à Kisangani marquent encore les esprits aujourd'hui. C'est quoi cette mutualisation des forces? Coopération régionale, c'est quoi la mutualisation des forces? Les gens ne comprennent pas les termes. Oui, mais je vais passer peut-être la parole juste après parce que c'est quand même... Bon, on est là-dessus depuis un certain temps. On a fait à Mani, on a fait beaucoup de choses. Il s'est fait que dans les cadres de la coopération militaire au niveau de l'Afrique, au niveau de la sous-région, c'est d'abord les renseignements militaires, pas les forces armées avec munitions autres qui se déplacent. Ce n'est pas ça. Non. Entrée des troupes étrangères en RDC, pas du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Il y a la mise en place d'une coopération sur les renseignements. Prenez l'exemple de ADF Nalou. Les ADF Nalou sont installés en RDC. C'était une milice criminelle, ça la reste toujours, mais maintenant elle s'est muée en structure islamiste. MTM. Quoi? MTM. Voyez-vous, elle s'est muée en structure islamiste. Alors, pour avoir des informations précises sur son fonctionnement, il faut être en intelligence avec les pays voisins d'où ils viennent. Il s'avère qu'ils ont fait allégeance à ISIS, à l'État islamique. Et la branche à laquelle ils appartiennent se trouve au Yémen. Ce qui fait qu'on forme les gens au Yémen, on recrute en Ouganda, on les forme au Yémen, des formateurs qui reviennent en Ouganda, qui forment les jeunes gens qu'on envoie en RDC. Donc ces informations ne peut les avoir que lorsqu'on partage au niveau des renseignements, autrement on ne sait pas. Puisqu'on a découvert qu'effectivement, il y avait des Corans qui traînaient, des documents qui traînaient dans la partie Est, on ne savait pas d'où ça venait. Mais c'est sur base de ces informations qu'on est au courant. Il est hors de question de penser que, bon, on doit faire venir des armées. Ce n'est pas ça du tout. Vous disqualifiez la MONUSCO? Je ne disqualifie pas la MONUSCO. La MONUSCO n'a pas pour vocation de venir gérer la sécurité de la RDC ad vitam aeternam. Ce n'est pas sa vocation. C'est de s'interposer par rapport à une situation particulière. Même si son travail n'a pas été bien fait jusqu'à aujourd'hui, et ça, tout le monde le sait. Il est vrai que la position du chef de l'État est qu'il reste encore là, de sorte à pouvoir nous accompagner. Il n'y a pas de problème. Mais simplement, la vocation de la MONUSCO, lorsqu'on a dans un pays une armée qui est aujourd'hui la 8e puissance africaine, on se pose la question, qu'est-ce qui lui manque à cette armée? C'est notamment la logistique qui manque à notre armée. La logistique doit être dotée d'une logistique performante et des moyens financiers plus importants. Il s'agit d'abord de ça. Il ne faut pas envisager votre vie par rapport à un voisin ou un visiteur. Mais non, vous devez l'envisager par rapport à vous-même d'abord. Construisez votre vie sur vos propres ressources à vous, humaines, matérielles. Mais le visiteur doit justifier son existence ou sa présence. Oui, mais il justifie sa présence ici, je ne sais pas par quel mécanisme, parce que tout simplement, tout ce qui s'est passé dans la partie Est, ils étaient présents. Si on a eu à injecter dans la MONUSCO la brigade d'intervention, c'est qu'il y avait une raison. C'est qu'ils n'avaient pas toutes les compétences pour rencontrer. Vous avez suivi les manifestations à Béni, oui, contre la MONUSCO, qui est inactive. Mais oui, mais ce n'est pas nouveau. Je l'ai dit et j'ai redit de nouveau, mais en tout cas, tout simplement, la position du chef de l'État est celle-là. Nous devons l'entériner, mais
les constats de la faiblesse de la MONUSCO, ce sont des touristes, on le sait. Ce sont des touristes. Et de tout temps, non Voilà. seulement... Merci. Je m'arrête là-dessus, juste une seconde. Oui. Non seulement ils font du tourisme, mais ils ont été aussi impliqués dans les trafics, et c'est connu. C'est ça la grande difficulté qu'on a pour pouvoir apprécier effectivement ces gens-là, ce qu'ils font exactement dans le pays. On a un souci par rapport à ça. Bon, ça peut être réglé. Je pense que j'ai réservé aujourd'hui l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est en visite en RDC. Je vais les recevoir. Je lui dirai ce que je pense exactement de la situation. En tout cas, parce je que j'ai vais la bien. pratique dans le domaine. En tout cas, pas comme ministre de l'Industrie, comme ancien gouverneur. S'il vous plaît, vous devez répondre. Élu de Lubero, du moins. Voilà, en plus. Donc, cette mutualisation des forces, c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit que c'est une mutualisation des renseignements. Des renseignements. Il faut le dire. Mais par rapport à la MONUSCO, c'est vrai que, vous l'avez encore dit, que c'est la continuité, c'est deux politiques différentes. Joseph Kabila voulait à tout prix le départ de la MONUSCO. Il a dit clairement, le nouveau veut le maintenir. Donc il y a un peu cassure. On doit respecter. Mais cette population, est-ce que vous ne tenez pas compte aussi de l'avis de cette population? Vous êtes élu de là, la population parle, la population se plaint, mais vous vous dites non, ils doivent rester. Mais on ne comprend plus rien. Vous gérez qui? C'est cette population que vous gérez. Bon, moi, je crois qu'il ne faut pas oublier quand même ce que nous avons connu dans le passé. J'ai dirigé la province pendant 12 ans. Je ne peux pas publiquement dire que la MONUSCO n'a rien fait. Il y a eu des moments où, effectivement, nous étions au bord de la rupture et toute l'armée était à débandade et la MONUSCO a sauvé la République. Ça, il faut honnêtement, intellectuellement que je le dise. Je me rappelle en 2007, lorsque la cité de Sac est tombée entre les mains du CNDP, eh bien, ce sont les chars de la MONUSCO qui ont réussi à repousser l'ennemi. Lorsque le M23 est entré dans la ville de Goma, la diplomatie qui était menée à l'époque au niveau international pour permettre que les M23 puissent sortir de la ville, eh bien, ce n'est pas la présence de la MONUSCO que le M23 n'a pas réussi à envahir toute la ville et à saboter toutes les institutions. Donc il y a des choses que la MONUSCO a pu faire à un moment donné de l'histoire. Mais maintenant, la question que la population ne sait pas comprendre, c'est le mandat de cette force des Nations Unies. Quel est son mandat? Est-ce que le mandat, c'est vraiment de s'engager aux côtés des forces armées ou être au devant de la scène pour combattre l'ennemi? À l'époque, lorsque la brigade n'était pas encore créée, évidemment, les gens se plaignaient de voir les hélicoptères, les chars de combat à gauche et à droite. Mais maintenant que on a essayé un peu de suivre ce que la population disait, on a créé la brigade d'intervention au sein de la MONUSCO. Mais ce que nous devons décrier, c'est effectivement que cette brigade d'intervention créée au sein de la MONUSCO est venue se greffer sur une machine lourde des Nations Unies. Moi, j'aurais voulu que la brigade d'intervention soit autonome en action. C'est-à-dire sur le plan opérationnel, qu'on la rende beaucoup plus autonome que de dépendre d'une décision qui venait de New York. C'est d'ailleurs ça la proposition que j'avais faite à la MONUSCO pour dire oui, c'est bien beau d'amener la brigade, mais il ne faut pas qu'elle soit soumise aux règles lourdes des Nations Unies parce qu'elle va devenir autant inefficace que les forces de la MONUSCO. Monsieur le ministre, nous avons terminé. Guillaume Mandjolo, vous êtes le patron de la coopération. Vous avez 1000 choses à nous dire, mais nous sommes limités par le temps. Est-ce qu'on a ramassé l'essentiel, à votre avis? Oui, on a ramassé l'essentiel, quoi qu'il reste encore des zones d'ombre pour la population, parce que d'un point rapide, la brigade avait été conçue au départ par la SADC pour qu'elle soit autonome. C'était le principe sollicité par le président Kabila, entériné par son ministre des Affaires étrangères de l'époque, Ramon Tshibanda, et nous qui étions les petites mains ouvrières derrière en train de travailler là-dessus, c'était ça le principe. Mais malheureusement, Ban Ki-moon n'a pas vu ça de cet œil-là, cette indépendance n'était pas forcément au rendez-vous. Voilà, c'est un peu le principe. Bon, mais en général, par rapport à ce qui a été dit ici, nous devons rendre compte à la population chaque fois qu'on se déplace, notamment avec le chef de l'État. Nous avons l'obligation de dire qu'est-ce qu'on est parti faire, pourquoi nous sommes partis faire, est-ce qu'on a réussi à obtenir quelque chose ou pas. En l'espèce ici, vous avez vu qu'il s'est passé des choses à l'extérieur et il y a des ouvertures nouvelles qui se mettent en place par rapport à la coopération bilatérale avec certains pays phares comme l'Allemagne, avec laquelle on a un cas de coopération. Je signale au passage que les trois, il y aura des activités ici, avec une certaine négociation directe avec les Allemands. Et puis, dans 3 mois, il y aura une négociation directe avec Siemens pour voir maintenant comment on se déploie sur le terrain après le memorandum d'entente qu'on a signé à Berlin. Voilà un peu ce que je veux dire là-dessus. Merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci, M. Julien Paluku et M. Pepe Guillaume Mandjolo. Nous vous disons merci au nom de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Alors, Blaise Zaïnda, Paulette Kimunto et moi-même, vous fixons rendez-vous pour une autre occasion. Merci et au revoir.